actualité animée, de la déprime, mais pas seulement. Cette semaine, on va parler de plein de choses. On va parler de la crise actuelle de l'emploi dans l'animation, on va parler des Sofica, un système de financement de l'animation assez particulier, et on va faire un grand encart sur la stop motion en série actuellement, ce que c'est. N'attendons pas un instant de plus et commençons dès à présent. La chose par laquelle je voulais commencer l'émission de cette semaine, c'est parler un petit peu de la crise de l'emploi qui est en ce moment. Alors ça fait plusieurs mois qu'elle est en place, mais il y a eu récemment un post sur un des grands lieux de discussion de l'animation sur le web, qui est le groupe Facebook Je bosse dans l'animation et le jeu vidéo avec plus de 10 000 membres. Et un post de cette semaine a lancé beaucoup de discussions sur une crise qui touche le milieu en ce moment. Alors cette crise de l'emploi, elle a beaucoup de raisons. En premier lieu, il faut dire qu'elle n'a pas été encore actée par beaucoup de médias, que c'est plutôt énormément de témoignages qui se rassemblent et qui convergent pour dire qu'en ce moment, il y a simplement moins d'emplois, que le recrutement est plus dur, que les gens ont plus de mal à trouver du boulot et que beaucoup de gens sont en train de perdre leur intermittence. Et tout cela, ça crée beaucoup d'inquiétudes dans les travailleuses du milieu, amenant à se demander, eh bien pourquoi ? Le pourquoi, il est assez complexe en fait. C'est une certaine convergence des choses qui provoque cette crise. En premier lieu, il y a l'impact de l'animation américaine sur l'industrie française. On en a déjà parlé ici, mais il y a eu beaucoup de grèves aux États-Unis, la grève des scénaristes puis la grève des acteuristes qui ont forcément impacté la production des séries là-bas, et ça a eu un impact direct en France, où il y a beaucoup d'entreprises françaises, notamment de 3D, qui produisent beaucoup de la série ou qui font de la prestation pour des entreprises américaines, mais aussi des coproductions dépendant de matériaux qui viennent des États-Unis, par exemple les voix ont dû être arrêtés. On l'a vu par exemple avec le cas de Xylem qui a arrêté 2 projets de série, et ça a forcément eu un impact sur le nombre de personnes employées par l'entreprise. Et aux États-Unis, il y a eu énormément de licenciements ou de fins de contrat dans beaucoup d'entreprises, du jeu vidéo, du développement logiciel graphique et de l'industrie du cinéma et de l'animation généralement. Donc ça a forcément un impact international aussi sur le travail de freelance. L'autre grande chose, c'est qu'il y a eu une baisse des commandes à la fois des plateformes de streaming et des plateformes de télévision. Alors à l'international, ça s'est vu par Netflix, Amazon, Disney+, qui réduisaient un petit peu leur investissement dans le domaine de l'animation. Et en France, c'est plus des chaînes de télévision qui ont moins investi dans l'animation cette année. Il faut ajouter à ça une observation d'époque que les plateformes de streaming, elles ont atteint leur plafond récemment. Il faut se dire que la demande pour de la vidéo et du divertissement, il a explosé pendant la période Covid et qu'en ce moment, il est en train de légèrement baisser. Et pour suivre ça, les plateformes de streaming s'adaptent et baissent un petit peu leur catalogue et leurs investissements, maintenant qu'elles ont atteint un certain plafond. Il faut ajouter à ça aussi les conséquences financières du Covid qui font que les gens sont moins prêts à aller au cinéma et moins prêts à investir dans énormément de services de vidéo. Il faut ajouter à ça que dans l'animation française, on a atteint les 10 000 salariés en 2022. Et il faut se dire qu'il n'y a pas des nouvelles sources financières qui viennent alimenter la production d'animation en France. Et peut-être qu'on a atteint un plateau ou un plafond du nombre d'emplois disponibles. Et le nombre d'emplois disponibles est aussi mis en risque par l'énorme quantité de personnes sortant d'études qui arrivent sur le marché du travail, ce qui crée forcément une grande compétitivité pour l'accès au poste. Donc tous ces facteurs systémiques, ils font en sorte qu'en ce moment, on ressent vraiment une grande difficulté d'accéder à des emplois, parce qu'il y a simplement moins d'emplois, de plus en plus de gens sur le marché du travail, et un climat général de récession qui se fait sentir dans la finance internationale. Alors ces informations-là, on les a depuis un petit moment, mais humainement, on commence à le ressentir très très fort en ce moment, parce que beaucoup de gens ont eu un emploi qui s'est arrêté, ont passé plusieurs mois avec l'intermittence, mais maintenant l'intermittence arrive à bout et il y a une grande difficulté de trouver un nouvel emploi qui se pose, d'où la détresse que beaucoup de personnes ressentent actuellement. Alors le message que je veux passer, c'est qu'on n'est pas dans une crise profonde du système qui s'effondre, on est dans une période de stagnation, difficile de savoir si la croissance va reprendre ou si le marché du travail va rester à stagner autour de ces 10 000 salariés. Mais moi ce que je veux dire, c'est que dans une période difficile comme ça, il ne faut pas du tout désespérer, c'est normal d'avoir des périodes de creux cycliques dans une industrie, ça arrive tous les 7-8 ans. C'est une période qui est difficile industriellement, mais qui n'a pas à être difficile personnellement. C'est une période où vous pouvez faire beaucoup de projets artistiques, rencontrer des gens, peut-être tenter de travailler dans d'autres domaines, le jeu vidéo, l'illustration, ou développer un projet personnel. Créer de l'animation, ça ne se fait pas uniquement dans des entreprises, même si l'impact financier sur la vie courante est évident. Voilà, ne désespérez pas. Il y a plein d'autres artistes qui partagent cette difficulté avec vous en ce moment, mais il faut rester fort et forte ensemble. Ce sera tout sur ce sujet, mais je vous parlerai des évolutions qu'on aura sur les mois à suivre. La deuxième actualité, c'est une activité sur le financement justement des films, une activité du CNC qui va nous parler du programme des Sofica en 2023. Le Sofica, qu'est-ce que c'est? Ces sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sont des fonds d'investissement privés qui viennent alimenter le cinéma en France. C'est des fonds qui viennent à la fois de l'industrie du cinéma, mais aussi de l'industrie financière et des banques. C'est très intéressant pour des investisseuses privées parce que ça rend éligible à une réduction d'impôts, ce qui est toujours intéressant quand vous manipulez des grands capitaux d'argent. Et c'est très intéressant pour l'industrie cinématographique puisque ça permet d'insuffler cette année 73 millions d'euros dans l'industrie du cinéma, dans des secteurs différents, du documentaire, de la fiction et de l'animation, on va y revenir. Mais c'est une source non négligeable de comment l'industrie du cinéma fonctionne en France. Alors l'attribution de ces sommes d'argent, elle est assez complexe. Il va y avoir des fonds séparés avec des missions diverses, c'est-à-dire de plus investir dans des premiers films et deuxièmes films, ou de l'animation, ou du documentaire, et qui vont investir principalement dans des entreprises
très sûrs, comme dans l'animation, des entreprises assez grandes qui produisent beaucoup pour l'audiovisuel comme de la série. Dans les sociétés d'adossement pressenties, on a par exemple Xylam Animation, Zodiac Kids Studio, Silex Film, La Station Animation, Superprod ou Watch Next Media, qui est une section Kids and Family qui produit beaucoup d'animations, comme par exemple Ladybug. Et si vous vous demandez concrètement combien d'argent ça signifie pour l'animation, eh bien, le chiffre en 2022 était de 9 997 000 euros, qui sont allés directement dans des entreprises spécifiquement d'animation, et à échelle nationale, ça représente à peu près 2% du financement des films d'initiative françaises sur les 10 dernières années. Alors 2% en moyenne, ça paraît pas gigantesque à l'échelle de l'industrie, mais c'est des très grandes sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions, qui vont sur un projet particulier ou une entreprise particulière, et ça peut financer une grande partie d'un projet, donc c'est important que de telles choses existent. Et c'est intéressant de savoir que l'industrie du cinéma a des financements extrêmement complexes et extrêmement diversifiés, ce qui assure sa stabilité, même dans des périodes compliquées comme en ce moment. Voilà, c'est tout pour les Sofika, vous en aurez appris un petit peu sur comment on finance l'animation. On va enchaîner sur quelques nouvelles en blitz d'opportunités professionnelles. La première opportunité professionnelle, c'est les sommets du cinéma d'animation de Montréal 2024, qui a lieu en mai prochain, et une opportunité d'y aller avec un accompagnement et une bourse pour s'y rendre. Cette bourse, elle est offerte par l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Vous pouvez envoyer un dossier de candidature à l'OFQJ jusqu'au 31 janvier prochain, et si vous êtes sélectionné, ça vous permettra de vous rendre au Canada pour assister à ces sommets de l'animation, rencontrer des actrices de l'industrie locale et participer au festival. Et la dernière opportunité, c'est assez spécifique, mais je voulais en parler parce que c'était partagé par le RECA assez récemment, c'est l'existence de la plateforme The Rookies. The Rookies, c'est une grande plateforme à la fois de portfolio, d'opportunités professionnelles, mais aussi une communauté d'artistes et techniciens de l'animation. J'ai pu moi me balader un petit peu sur le Discord et sur l'interface du site qui sont vraiment de très bonne qualité. Il y a des personnes du monde entier qui viennent présenter leurs travaux et en plus il y a une communauté assez active avec à la fois des exercices, des retours sur les exercices et sur les portfolios des personnes qui sont sur le groupe. Voilà, c'est très orienté freelance, jeux vidéo, 3D et international. Mais si travailler dans le jeu vidéo pour l'international est quelque chose qui vous a toujours tenté, sachez qu'il y a une plateforme spécialisée pour ça, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ce sera tout pour les opportunités professionnelles. On va rentrer sur un court segment sur l'actualité syndicale dans les métiers du doublage, avec deux actualités américaines et françaises. La première, c'est une actualité autour de la SAG-AFTRA, la guilde des actrices américaines, qui a passé un accord avec le studio Replica Studio pour créer un programme de doublage de voix en IA générative. C'est dans le but de faire des voix en masse spécifiquement pour l'industrie du jeu vidéo et ces demandes assez particulières. Alors la SAG-AFTRA a précisé que c'était un accord extrêmement positif qui protégeait énormément les artistes et qui devrait faire date comme une protection par son exemplarité dans la lutte contre l'automatisation par les IA génératives. Cependant, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment des actrices américaines, se sont largement opposées publiquement à cette première décision qui est un premier accord pour laisser les IA s'installer dans ce domaine. Donc il est encore trop tôt pour savoir le réel impact que cette première décision aura pour les métiers, mais ça reste un débat en cours. En France, le débat il est beaucoup plus tranché car on a eu une prise de position assez claire par le syndicat SFA-CGT et l'association Les Voix. Ce sont deux groupes qui sont là pour défendre les actrices de doublage en France et qui en ce moment lancent une campagne qui s'appelle #TouchePasAmaVF qui a pour but de protéger les comédiens-comédiennes de doublage dans leur métier contre la menace que représente l'IA actuellement car la voix peut être plus simple à synthétiser que l'image actuellement. Et c'est très important de protéger les artistes-interprètes qui donnent leur voix pour tant de beaux films et de projets de films. C'est spécialement important pour nous en animation, où le doublage a une place encore plus présente dans la production des films. Voilà, il y a pour l'instant une communication sur les réseaux sociaux, une pétition et un courrier ouvert qui va être lancé au gouvernement, au ministère de la Culture, pour mieux défendre les artistes du doublage, et on espère que ça va porter ses fruits. Voilà, à peine commencé 2024, les problèmes des IA sont toujours là. Ça va être un grand feuilleton cette année encore. On rentre ensuite dans l'actualité événementielle avec cette semaine le PIAFF, Paris International Animation Film Festival. C'est un festival de courts-métrages qui a lieu en plein Paris au studio des Ursulines, un cinéma très orienté jeunesse, un grand défenseur de l'animation à Paris, et le PIAF c'est un festival qui est très intéressant parce qu'il a une programmation uniquement centrée sur le court-métrage et pas n'importe quel court-métrage. Beaucoup de films historiques, beaucoup de films très expérimentaux dans leur technique qui vraiment sont l'avant-garde de l'animation actuellement. Donc ça peut être l'occasion de découvrir des choses très très rares.
En plus, je suis personnellement très content car pendant le festival, il y aura une rencontre avec Virgin Keaton et Vale Power, une réalisatrice et sa compositrice attitrée. Virgin Keaton, c'est une artiste qu'on aime beaucoup chez Parallax. Elle a fait beaucoup de films très expérimentaux qui reprennent de la matière visuelle comme de la gravure, de la photographie ou de la peinture pour créer des nouvelles œuvres sur le temps long. Et Vale Power, c'est la compositrice de musique avec laquelle elle a travaillé sur ses premiers courts-métrages. Elles viendront donc parler de leurs travaux communs le jeudi 18 janvier prochain. Et autre événement du festival, c'est le prix Gianalberto Bendazi, remis à Mohamed Beyoud cette année. Ce prix, il vient récompenser des personnes qui ont encouragé la promotion et la conservation du cinéma d'animation à l'international. Une mission qui est vraiment importante pour un art moins reconnu que le cinéma à prise de vue réelle. Et Mohamed Beyoud, c'est un des fondateurs du FICAM, le Festival international du cinéma d'animation de Meknès au Maroc. C'est aussi quelqu'un qui a permis beaucoup de ponts entre l'animation marocaine et l'animation française, donc c'est hyper chouette qu'il soit récompensé dans le cadre de ce festival. Voilà, le PIAF, du 18 au 22 janvier prochain, un festival qui défend l'animation expérimentale et on s'en félicite. Ensuite, on va passer à la section Les belles images. On continue le feuilleton écran total dans les belles images de cette semaine. C'est un rapide aperçu des productions en cours en 2024 dans l'animation française. La thématique de cette semaine, c'est les productions télé en stop motion, à la fois la série et les unitaires TV. Alors c'est très compliqué pour la stop motion d'exister au format série, parce que la stop motion c'est très dur à industrialiser, c'est une technique qui est assez chère en plus. Alors forcément, quand on doit produire de la stop motion en série, on doit trouver des astuces autour de ça. Ainsi, une série de stop motion iconique de l'animation française, c'est Panique au village. Panique au village, c'est des sketchs très courts, de quelques minutes seulement, avec une stop motion, avec des matériaux assez simples, beaucoup de jouets réutilisés, beaucoup de pâte à modeler, beaucoup de décors en carton, en matériaux de récupération. C'est relativement simple en termes d'animation, mais c'est porté par un rythme endiablé, beaucoup d'écriture et beaucoup de vivacité dans la mise en scène des scènes. Et ce genre de compromis technique, c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les productions françaises de stop motion. La toute première dont je vais vous parler, c'est Dimitri et Tama, un unitaire de 26 minutes basé sur la série 10 mois de Dimitri, produit par Vivement Lundi. Ça racontera les aventures de Dimitri le petit oiseau et Tama la guenon dans la savane. Dans Dimitri et Tama, c'est fait avec beaucoup d'élégance, mais les décors restent assez simples. Les squelettes des personnages ne sont pas extrêmement complexes, ce qui permet de ne pas avoir des animations réalistes à faire, mais vraiment des animations très expressionnistes, qui permettent de gagner beaucoup de temps et qui donnent tout son charme à la série. C'est un choix similaire qui est fait dans le spécial TV Zoobox produit par XBO Film, où on suit là aussi des animaux, cette fois-ci dans une arche de Noé, qui lui aussi trouve des compromis économiques intéressants. Toute l'histoire se passe avec un casting assez réduit de personnages animaux, avec des marionnettes qui ne sont pas trop complexes, vous le voyez, il n'y a pas de jointure au bras, les expressions du visage se font par remplacement et par placement de pâte à modeler, et on a aussi une unité de lieu, car toute la série se passe dans le même lieu qui est une espèce d'arche de Noé où habitent les animaux. C'est intéressant de le mettre en parallèle avec une autre production encore qui est Lola et le piano à bruit, produit par Comadoli, Folimage, Momaki, Nanasdi. Vous voyez, beaucoup de studios pour un unitaire de 26 minutes. La complexité du financement, elle se voit aussi par les besoins de coproduction obligatoires pour créer des films au visuel un peu plus ambitieux. Lola et le piano à bruit, ça nous parle d'une histoire vraiment intéressante d'une fratrie de Lola et Simon, qui sont frères et sœurs. Simon est neuroatypique et a une hypersensibilité acoustique, et donc pour communiquer ensemble, Lola va créer une machine, un piano à bruit, pour pouvoir parler avec lui. Techniquement, dans ce film, on a des modèles beaucoup plus complexes, on est dans un appartement réaliste, avec des armatures, des doigts séparés, des vêtements, beaucoup de cheveux, beaucoup de complexité physique qui vont apporter beaucoup de richesse à l'animation, mais qui sont aussi des contraintes techniques. Mais vous le voyez, c'est très joli, mais c'est une qualité technique qui est extrêmement rare, et qui s'explique aussi par son format de 26 minutes. Et en parlant de format, sur les formats plus longs, on va devoir trouver des astuces qui sont très différentes. Quelques-unes que je peux citer ici, c'est par exemple Les Minus, produit par Miam Animation. C'est une série qui fait un choix intéressant sur sa technique. En fait, c'est des séries en 2 épisodes, un épisode de 11 minutes en 3D temps réel, et une petite capsule vidéo qui mélange de la 2D et de la stop motion. Pourquoi ce choix? C'est parce que c'est une série qui est sur le bricolage et sur le do-it-yourself, donc on aura des petites aventures dans un espace 3D, et à la fin on aura un tutoriel pour nous expliquer comment une des inventions dont se sont servis les personnages dans l'épisode a été fabriquée, et comment on peut la fabriquer chez soi. Autre série 3D longue, c'est la série Tricotown de Andarta Pictures et Ankama. Dans Tricotown, on suit des petits personnages pelotes de laine, et là l'astuce elle est dans le fait de mélanger de la 3D et de la stop motion. Alors je ne sais pas exactement où se fait la séparation, mais dans les premières images de production, on peut voir que les environnements par exemple sont fabriqués sous la forme de maquettes stop motion, et que les personnages en pelote de laine sont eux réalisés en 3D qui tentent d'imiter un style stop motion, j'imagine à la fois dans l'animation et dans les modèles. Ce sera une série jeunesse très légère et vendue beaucoup sur son côté kawaii et doux.
Les deux autres productions Stop Motion TV citées par le dossier Écran Total, on a beaucoup moins d'informations dessus, mais je peux vous dire déjà comment la stop motion va être utilisée. La première, c'est Ordure, produit par le studio Darjeeling qui est encore en développement, qui va nous raconter l'histoire d'objets trouvés. Ça va mélanger de la prise de vue réelle et des personnages marionnettes créés à partir d'objets récupérés. Ainsi, le personnage principal de la série, ce sera un gobelet qui vont devoir retrouver un sens à leur vie. L'autre production, c'est Les Sexotrucs chez Tournez s'il vous plaît. C'est une série jeunesse en stop motion sur l'éducation à la sexualité et aux sentiments destinés aux enfants. Il va y avoir des passages en prise de vue réelle, il va y avoir des passages documentaires, et il va y avoir des passages plus abstraits en papier découpé et en stop motion qui vont accompagner les témoignages des enfants. C'est une manière intéressante, poétique et abstraite de réussir à parler de sensualité et de sexualité sans rentrer dans un graphisme trop prononcé qui pourrait être choquant pour des enfants. Donc voilà, encore une astuce intéressante pour intégrer de la stop motion dans une production TV. Ce sera tout pour ce bilan Les Belles Images stop motion de la semaine. Le petit mot que je vais ajouter, c'est qu'en ce moment, la stop motion en France, elle est en train de se métamorphoser, elle est en train de s'éloigner de modes de production qui essaient d'imiter des Hardman et des Leica pour aller vers des techniques plus sur du matériau de récupération qui cherchent moins à faire de l'image parfaite et plus de l'image qui a du sens avec des matériaux simples et moins coûteux. Mais voilà, je trouve ça toujours fascinant comment la stop motion survit, évolue et se renouvelle pour continuer à exister malgré toutes les évolutions technologiques qui font préférer à l'industrie la 2D numérique et la 3D. On va finir cette émission par les sorties cinéma. On a un événement en ce moment qui est le Télérama Festival Cinéma du 17 au 23 janvier. C'est une ressortie en salle de beaucoup de productions de 2023 du cinéma qui ont été recommandées par Télérama. Il y a une réduction des prix des places si vous avez le pass Télérama, mais sinon c'est toujours l'occasion de faire vos rattrapages cinéma. Côté animation, on aura un seul film, Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Londenbach qui ressort en salle parce qu'il avait été soutenu par l'AFCAE et Télérama. Mais moi, le film que je vous recommanderais absolument, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui n'est pas de l'animation, mais qui mérite beaucoup d'être vu en salle. Voilà, vous pouvez faire vos rattrapages. La vraie sortie de la semaine en animation, c'est Krisha et le maître de la forêt de Yaebaum Park. C'est un film en stop motion qui se passe dans la Sibérie, qui va nous parler des aventures d'une jeune fille et de sa famille qui vivent de manière nomade et qui sont mis en danger par à la fois l'arrivée d'une troupe de chasseurs dans leur vie, mais aussi la présence persistante d'un ours qui vient les observer. Et Krisha, elle va partir dans un voyage initiatique à la recherche de cet ours qui pourrait peut-être résoudre la crise que subit sa famille. C'est hyper intéressant de voir de la stop motion coréenne qui nous arrive en France. En plus, je trouve que visuellement, c'est vraiment très joli avec des marionnettes assez complexes. J'aime beaucoup le design des personnages, j'aime beaucoup le fait que ce soit très assumé que ce soit en stop motion. J'aime beaucoup aussi ces visuels de Sibérie et de grandes steppes neigeuses. Ça va être une sortie jeunesse tout public qui va probablement rester en salle quelques semaines et c'est vraiment une sortie hivernale très appropriée. Voilà, cela va être tout pour cette semaine des actualités animées. J'espère que je vous ai appris des choses intéressantes sur la vie de la stop motion en France actuellement. J'espère que vous allez bien malgré les problèmes qu'il y a dans l'industrie en ce moment. Gardez courage car ce n'est pas éternel. En attendant, je vous recommande comme toujours de voir de belles choses, parler de belles choses et surtout de créer de belles choses. À la semaine prochaine!